Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session qui s'intitule « Quoi de neuf sur les plantes morphiniques ?» et nous allons démarrer avec la présentation du professeur Belleuil. Bonjour à tous. Donc merci d'être là. Donc, moi je m'appelle Hélène Belleuil, je viens de Rennes et on m'a donc demandé de vous parler de l'épargne morphinique, pourquoi et comment. Alors en fait, pourquoi ça peut faire un topo de 2 heures, de 3 heures, et comment ça peut en faire un autre de 2-3 heures. Donc comme j'ai que 20 minutes, sûrement vous allez être déçus parce que vous avez envie que je vous parle de certains trucs dont je ne vais pas vous parler parce que je ne peux pas parler de tout. J'ai pas de conflit d'intérêt pour ce sujet. Alors pourquoi ? Donc pourquoi, je vais essayer de faire un résumé. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'épargne morphinique ? Parce que les morphiniques ont des effets secondaires que l'on connaît tous. Alors justement, je ne vais pas vous parler des effets secondaires que tout le monde connaît, les nausées, vomissements, l'iléus, etc. Je ne vais pas vous parler de ça, c'est inutile. Je vais vous parler des effets secondaires qui sont un peu moins connus, et notamment la dépression respiratoire. La dépression respiratoire, pourquoi elle est moins connue ? Parce que quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, en fait. Et la dépression respiratoire, quand on la cherche, eh bien on la trouve et on voit que ça a des conséquences pour les patients qui sont catastrophiques. Donc ça, c'est une étude américaine, parce que le système américain fonctionnant sur la plainte, ils ont donc des fichiers entiers avec toutes les plaintes qu'ils ont pu avoir, et ils les analysent. Donc là, c'est 357 plaintes pour douleur aiguë. Dedans, quand on les analyse, il y en a 92 qui sont des dépressions respiratoires secondaires aux opiacés. Dans la très vaste majorité des cas, c'est dans le post-opératoire immédiat. Donc c'est une zone qui nous concerne. Et si on regarde ces patients, ces 92 patients, vous voyez ce qui est advenu d'eux. Il y en a 55% qui sont morts et les autres ont des séquelles. Donc les opiacés, tous les opiacés, de façon dose dépendante, induisent une dépression respiratoire qui, quand ça apparaît dans une situation où les patients ne sont pas correctement surveillés, eh bien, on aboutit à ces résultats-là. Autre effet secondaire avec les opiacés, l'hyperalgésie. Je pense que maintenant, c'est bien connu, vous le savez tous. L'hyperalgésie, c'est quoi ? C'est le fait que de façon paradoxale, quand on fait des opiacés, alors qu'on les fait pour de l'analgésie, en fait, on crée de la douleur. Et c'est dose dépendant. Et donc, on sait aujourd'hui très bien que c'est vrai avec tous les opiacés. C'est très vrai avec le rémifentanil, mais c'est vrai aussi avec les autres. Plus vous faites de rémifentanil en péropératoire, plus vous aurez ce qu'on voit là, des niveaux de douleur qui sont augmentés en salle de réveil et en post-op, et plus donc vous consommerez de la morphine. Donc, de façon paradoxale, plus vous faites d'opiacés en pérope, plus vous créez de la douleur et donc plus vous consommez de la morphine et plus vous aurez donc des effets secondaires de la morphine. Autre effet secondaire, alors un effet secondaire si on veut, c'est la crise des opiacés aux États-Unis. Je pense que vous en avez tous entendu parler, au moins dans la grande presse, avec des chiffres qui sont absolument affolants, que vous avez là et qui datent un peu en plus. Et depuis 2018, ça ne s'est pas arrangé, donc ces chiffres-là ne sont même pas au goût du jour. Donc aux États-Unis, c'est le problème numéro 1 de santé publique. Aujourd'hui, on meurt plus des opiacés aux États-Unis que des armes à feu, donc c'est dire. Et on n'a pas ce problème-là en France, ou en tout cas de niveau moindre. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. C'est qu'en France, depuis toujours, la prescription des opiacés, elle est réglementée, alors qu'aux États-Unis, ils l'ont mis en place qu'en 2017. Nous, depuis toujours, on ne peut pas prescrire des opiacés comme ça. Il y a une législation, il y a une réglementation à respecter. Et l'autre chose, c'est qu'on a aussi une réglementation sur l'interventionnisme des laboratoires pharmaceutiques qu'il n'y a toujours pas aux États-Unis. Et la crise des opiacés aux États-Unis, c'est quand même la grande histoire d'un laboratoire pharmaceutique qui a donné des comprimés d'oxycodone, qui a menti sur des études et qui a été... Donc je vous conseille cet article qui a été traduit en français par Le Monde diplomatique, qui raconte toute l'histoire, qui fait 10 pages, alors je ne vais pas vous le faire, mais qui raconte les pratiques de ce laboratoire qui allait quand même jusqu'à distribuer des comprimés d'oxycodone gratuits à la sortie de cliniques de désintoxication. Voilà, bon. Le résultat de tout ça, donc évidemment, on n'est pas dans la même situation. Le résultat de tout ça, c'est ce que je vous montre là. C'est les États-Unis versus le reste du monde. Alors, dans cet article, il n'y avait pas la France, donc je vous ai mis les Pays-Bas parce que c'est le pays qui se rapprochait le plus de nous. Mais vous voyez en post-opératoire le nombre de comprimés d'opiacés en moyenne par patient. Et l'équivalent morphine orale, alors non, en milligrammes, ça c'est des moyennes, d'accord, 150 milligrammes en moyenne par patient en post-opératoire de morphine aux États-Unis. Et vous voyez les chiffres en Europe, donc on n'est pas du tout dans la même problématique, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif, on n'est pas dans la même problématique.
Alors, cette problématique des opiacés, de la crise des opiacés, on peut aussi considérer que nous, anesthésie, ça ne nous concerne pas, moi, pas forcément. C'est des opiacés pris au long cours. Alors, pas forcément. Pourquoi ? Parce que, notamment en anesthésie, en fait, on vit sur un mythe qui est que... moi, j'ai appris ça, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi on nous a appris que tant qu'un patient est douloureux, on peut faire des morphiniques, notamment en salle de réveil. Tant qu'il est douloureux, on peut faire des morphiniques. De toute façon, il n'y a pas de risque. Alors ça repose sur rien, en fait. Ça repose, comme je vous l'ai mis là, sur une étude qui comptait 38 patients qui étaient des douloureux chroniques. C'est même pas le contexte qu'on a en salle de réveil. Donc ça, c'est pas vrai. Et ça dépend vraiment des patients. Ça dépend du profil du patient. Ça dépend de ses facteurs de risque. Et il y a des patients qui pourront développer une addiction aux opiacés après des faibles doses de morphinique qu'on leur aura fait en salle de réveil. Donc c'est pas vrai que sur tous les patients, on peut faire des morphiniques tant qu'on veut et il n'y aura pas de risque d'addiction. Ça, c'est déjà un premier mythe qu'il faut faire tomber. Donc, aujourd'hui, on sait que plus on fait des opiacés, tout est dose dépendant pour les opiacés, plus on en fait, plus on va avoir des effets secondaires. Et il y aura par-dessus le risque d'addiction dont je vous ai parlé. Alors, la question, c'est de savoir, oui, alors plus on en fait, mais jusqu'à combien ? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut se permettre ? Donc là, c'est un registre américain qui est intéressant. 150 000 patients, ils ont regardé en fait le risque de réhospitalisation après de la chirurgie ambulatoire en fonction de la consommation d'opiacés en péropératoire. Et vous voyez que c'est assez linéaire quasiment. Hein. C'est-à-dire que... donc ça, c'est des équivalents morphine, quel que soit le morphinique qu'ils ont eu en pérope. Plus on a des morphiniques en pérope, plus on a un risque d'être réadmis dans le mois qui suit la chirurgie. Pour des effets secondaires liés aux opiacés. Alors souvent, ça n'est que, entre guillemets, des nausées et vomissements, mais ça peut être des effets secondaires plus importants. Alors, quand on parle de quantité d'opiacés, et quand on parle de risque d'addiction, encore une fois, je vous ai dit qu'on vivait sur un mythe qui n'est pas vrai. Alors, qui consomme des opiacés, finalement, en post-opératoire de chirurgie, à distance ? Les patients qu'on ne voit pas, qui consomment des opiacés ? Ça, c'est une étude américaine, et il faut faire attention parce que c'est une étude américaine, donc comme je vous ai dit, ce n'est pas nos pratiques, et qui essaie de montrer, donc en fonction du type de chirurgie mineure, chirurgie majeure, et un contrôle groupe. Donc un groupe contrôle, c'est des patients qui n'étaient pas opérés, qui n'avaient pas d'opiacés. Quelle était la proportion de patients qui consommaient des opiacés un mois après la chirurgie ? Et vous voyez qu'en fait, intrinsèquement, on pourrait penser c'est les patients qui ont une chirurgie majeure. Et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Là, on a, vous voyez, les hémorroïdes. Les patients, il y en a 6 à 8%, 7%, qui continuent à consommer des opiacés un mois après la chirurgie. Alors qu'on considère, nous tous, que c'est une chirurgie qui est peu douloureuse. Et donc, on arrive sur le concept de facteur de risque. C'est très important de détecter les facteurs de risque des patients, parce qu'un patient qui a déjà des addictions, tabac, alcool ou autres addictions, ou alors qui a de l'anxiété, de la douleur chronique préopératoire, et encore plus de la consommation d'opiacés préopératoires, évidemment, ou alors qui est dans la catégorie anxiété-catastrophisme, ces patients-là seront beaucoup plus à risque de continuer la consommation d'opiacés en post-opératoire. Alors ça, c'était des chiffres américains. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas... Je viens juste de vous dire que c'était pas le reflet de la France, sauf qu'en France, on n'a pas beaucoup de chiffres, c'est ça le problème. Donc on a quand même ceci qui date un petit peu, mais on n'a pas autre chose. C'est quasiment 2000 patients opérés de PTG dans la région Midi-Pyrénées. Et on a regardé ce qu'ils consommaient comme antalgique après la chirurgie. Et vous voyez qu'il y en a 47% qui consomment encore plus d'antalgiques qu'avant la chirurgie. Donc là, on se pose la question du bénéfice de la chirurgie. Et il y en a 6% qui consomment des opiacés. Encore plus d'opiacés. Donc, c'est un peu biaisé ce que je vous dis. Vous allez dire que je ne suis pas honnête, parce que la prothèse de genou, c'est un modèle un peu particulier. On opère les patients parce qu'ils sont douloureux. Donc, en fait, ils consomment déjà des opiacés en préopératoire. Et là, ça peut finalement remettre en question le bénéfice de la chirurgie chez certains patients. Et encore une fois, pour faire attention, les consommations de morphine aux États-Unis ne sont pas les mêmes que chez nous. Donc là, je vous montre ça pour que vous voyez vraiment de quoi on parle, parce que vous allez comparer avec ce dont vous avez l'habitude. Donc, c'est des patients de chirurgie mineure, canal carpien, vésicule, hernie inguinale, arthroscopie. Ils ont regardé l'évolution de leur... Au départ, ce qu'ils voulaient regarder, c'était l'évolution de leur prescription, mais il n'y a rien qui évolue entre 2004 et 2012. Par contre, ce que je vous propose de regarder, c'est les consommations quotidiennes de morphine en post-opératoire pour un canal carpien, pour une cholécystectomie. Je pense que c'est absolument pas ce que vous faites et vous n'avez jamais vu ça. Voilà. Donc, on ne parle pas de la même chose. Ceci étant dit...
même si on n'est pas dans le contexte américain et qu'on n'a jamais fait ces doses de morphinique et qu'on ne les fera jamais, on est quand même convaincu du bénéfice du nipar morphinique, ne serait-ce que pour réduire les effets secondaires que nous, par contre, on voit, qui sont notamment les nausées-vomissements ou qui peuvent être la dépression respiratoire. Donc, comment on fait pour faire de l'épargne morphinique ? Il faut anticiper. Clairement, il faut prévenir. Et donc, c'est vous. Pendant l'anesthésie, il faut vraiment anticiper parce que c'est pas en salle de réveil, quand le patient il a une EVA à 8, qu'on va commencer à faire de l'épargne morphinique. En fait, c'est trop tard. Il fallait anticiper avant. Alors, on va faire, sur le modèle de l'analgésie multimodale, des anesthésies multimodales. Donc, dès qu'on peut, évidemment, il faut faire de l'ALR. C'est pas toujours possible. Quand on fait pas d'ALR, on peut faire de la lidocaïne IV. Je vais vous en reparler après dans un certain type de chirurgie. Les antagonistes NMDA, la kétamine, pareil chez certains patients. Les anti-inflammatoires, dès qu'on peut, dès qu'il n'y a pas de contre-indication aux AINS, dexaméthasone. On peut faire aussi des médicaments type magnésium, qui ont un effet analgésique et qui permettent une stabilité hémodynamique. Si on veut carrément aller vers l'OFA, mais je vous en parlais très peu de l'OFA parce que Valérie va en parler dernièrement, eh bien on fera des alpha-2 agonistes pour une stabilité hémodynamique, mais ils ont aussi un effet analgésique. Et puis on utilisera très fortement les antalgiques non morphiniques. Ce que je vous disais, ça paraît des évidences, en fait. Vous allez dire, hein, vous dites des trucs qui sont évidents. Sauf qu'en Europe et en France, on est quand même les pays précurseurs. Et pour vous et pour nous, c'est des évidences de faire des antalgiques non morphiniques et d'utiliser la morphine que sous forme de rescue. C'est pas le cas dans le reste du monde, et notamment, c'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, au post-opératoire standard, on prescrit que des morphiniques. C'est pas ce que nous on fait, c'est pas ce qu'on ferait. Donc la kétamine. Alors c'est pareil, je pourrais vous détailler chacun des médicaments, ce serait super intéressant, mais j'ai pas le temps. Donc la kétamine. La kétamine, il n'y a plus à démontrer son intérêt. Là, c'est encore une méta-analyse. Il y en a plein, donc c'est la dernière Cochrane qui démontre que la kétamine, c'est un médicament extrêmement intéressant pour faire de l'épargne morphinique. Ça réduit les consommations de morphine à H24, à H48. Ça réduit les scores de douleur au repos et au mouvement. Ça allonge le délai de la première demande d'antalgique. Et donc, comme ça réduit les consommations de morphine, ça réduit les nausées, vomissements et l'hyperalgésie, et donc la douleur chronique à distance. Ce qu'il faut savoir sur la kétamine, c'est que la plupart des études dans lesquelles c'est efficace, c'est sur une certaine catégorie de patients quand même, c'est-à-dire des patients qui ont des facteurs de risque. C'est plutôt, les chirurgies longues, connues comme étant longues et douloureuses et délabrantes, mais c'est aussi des patients qui ont des facteurs de risque, évidemment ceux qui sont douloureux en préopératoire ou qui consomment des opiacés, ou alors ceux qui ont des addictions, ceux qui sont à risque en fait de douleurs post-opératoires en salle de réveil. Mais par exemple, le petit bolus de kétamine sur une chirurgie ambulatoire qui dure une demi-heure, on va consommer très peu d'opiacés. En fait, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de bénéfice. Par contre, vous aurez les effets secondaires que je vous ai marqués là, qui sont hallucinations, cauchemars. Donc la kétamine, son effet, il a vraiment été démontré, encore une fois, sur un certain type de population. C'est des patients avec des facteurs de risque de douleur post-op dans des chirurgies délabrantes, douloureuses en post-opératoire. La lidocaïne, c'est un peu catalogue, je suis désolée, mais la lidocaïne, c'est pareil. Son efficacité n'est plus à démontrer. Alors, c'est une méta-analyse, mais il y en a plein d'autres. Hein. Plus de 2800 patients, 45 études. Ça diminue la consommation de morphine. Ça diminue les douleurs et les nausées-vomissements. Ce qui est très intéressant avec la lidocaïne, c'est que ça permet une reprise accélérée du transit, parce que c'est un effet sur l'iléus. D'où l'explication de son intérêt majeur en chirurgie abdominale au sens large. Hein, donc c'est digestif, uro, gynéco. Mais aussi son intérêt, même si la littérature est un peu plus controversée, sur la chirurgie du rachis. Parce que finalement, la chirurgie du rachis, qu'est-ce qui gêne les patients en post-opératoire ? C'est l'iléus. Parce qu'ils ont passé 4 heures en DB, et que quand on a passé 4 heures en DB, on a un iléus. Donc, c'est pour ça que la lidocaïne, elle est surtout efficace dans ces chirurgies-là, et beaucoup moins efficace en orthopédie, hors chirurgie du rachis. Ça améliore aussi les scores de récupération, comme le QO40, qui est un score de récupération post-opératoire, qui est amélioré quand on fait de la lidocaïne. Donc la lidocaïne en pratique, comme on l'a fait, il y a quelques petites précautions à prendre, mais finalement il y a très peu de contre-indications. Donc il faut utiliser des valves anti-reflux, avoir un protocole intralipide dans votre bloc, mais évidemment que vous en avez un. La concentration utilisée doit être standardisée, parce qu'il y a la lidocaïne 1%, il y a de la 2%. Si vous avez les deux dans vos tiroirs, c'est une source d'erreur. C'est une source d'erreur. Moi, je peux vous raconter que nous, à Rennes, on avait une seule, et elle est partie en retraite, heureusement, qui faisait toujours le choix de mettre de la 2%, alors que tout le monde mettait de la 1%. Et à chaque fois que j'étais avec elle, pourtant je le savais, à chaque fois je me trompais. Donc il faut que tout le monde fasse pareil. Ça, vous faites de la 1%, ça vous faites de la 2%, mais pas les deux.
Quand on a un patient obèse, c'est un peu compliqué, mais c'est le poids total pour le bolus et c'est le poids idéal quand vous voulez continuer derrière à la seringue électrique. Sur les patients âgés, on a très peu de données. Et nous, on a une chef de clinique très brillante qui va faire une étude sur le sujet. Donc, je pourrais vous donner la réponse, savoir quelle est la pharmacologie exacte de la lidocaïne chez les patients âgés. Pour le moment, si vous lisez des revues, il est proposé de réduire la dose, mais ce n'est pas basé sur grand-chose. Les contre-indications, l'instabilité hémodynamique, alors généralement, c'est rarement la situation où on en fait. Les insuffisances cardiaques, franchement sévères, même si les cardiologues, ils ont pas la main légère sur la lidocaïne. Des patients avec des troubles du rythme majeurs ou sous antiarythmiques, ou qui sont déjà sous antiarythmiques, qui sont de la même classe que la lidocaïne, en fait. Et puis l'insuffisance hépatique. Alors l'insuffisance hépatique, c'est pareil, c'est quand même peu étudié. En tout cas, il faut que ce soit une insuffisance hépatique majeure, c'est-à-dire un patient qui a un TP inférieur à 15, qui a un classé Child C. Et donc, par exemple, en chirurgie hépatique, comme c'est dit de temps en temps, il n'y a pas du tout de contre-indication à la lidocaïne, parce que les patients qui viennent en chirurgie hépatique, ils ne sont pas insuffisants hépatiques, les patients qui viennent pour une hépatectomie pour tumeur. Le magnésium, je vous parle un peu du magnésium parce que c'est toujours la question, elle est toujours posée. Le magnésium, il commence à y avoir plus d'études, même si on en manque un peu. Ça, c'est une méta-analyse qui montre qu'on diminue les consommations de morphine quand on fait du magnésium en péropératoire. Donc, c'est un médicament qui est intéressant, mais qui est hypotenseur. Il faut le savoir. Et ce qui est surtout intéressant, parce qu'en fait, la vraie vie, c'est que vous ne faites pas que de la lidocaïne ou que du magnésium. La vraie vie, c'est qu'on fait tout et qu'on mélange et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc, les études avec les mélanges sont intéressantes. Et je vous montre celle-ci, qui date de 2020. C'est un RCT, c'est pour randomiser contrôlé. 200 patients qui ont tous reçu de l'alphentanil, du propofol, du sévoflurane et de la dexaméthasone. Et il y avait 4 groupes. Vous voyez, un groupe qui avait du rémifentanil, un groupe qui avait de la lidocaïne, un groupe qui avait du magnésium et un groupe qui avait les deux, magnésium, lidocaïne. Et en post-opératoire, ils avaient la dipyrone est un médicament qu'on n'a pas, c'est un INS, de la morphine et de l'ondansetron. Et donc, ils ont regardé le bénéfice de ces associations. Alors, ce qui montre, sur les niveaux de douleur, l'association lido-magnésium, c'est les groupes verts. Vous voyez que les niveaux de douleur, PACU, c'est la salle de réveil. Donc, salle de réveil à 12h et à H24, clairement, l'association lidocaïne-magnésium fait nettement mieux que chacun des deux médicaments pris seul. On a moins de douleur. Si vous regardez les patients qui consomment de la morphine, bien évidemment, dans le groupe rémifentanil, ils en consomment beaucoup. Enfin, la majorité des patients ont besoin de morphine en post-opératoire. Alors que dans le groupe lidocaïne-magnésium, il y a très peu de patients qui ont besoin de morphine en post-opératoire. De façon identique, si vous regardez les doses, le groupe où on a le meilleur bénéfice, c'est lidocaïne-magnésium. Donc c'est intéressant de faire lidocaïne-magnésium, cette étude le montre, et c'est un peu une des seules, avec le bémol que le magnésium, c'est hypotenseur. La lidocaïne aussi un petit peu d'ailleurs. Et donc, il faut être attentif sur des patients fragiles. Si vous faites cette association-là, vous pouvez avoir une hypotension. Bon, après, l'hypotension, on est anesthésiste, donc ça ne nous fait pas peur, on sait gérer, mais voilà. Et vous aurez un bénéfice tel que vous aurez une réduction des nausées et vomissements, puisque vous avez une réduction des consommations de morphine. Donc, vraiment, c'est intéressant d'associer ces deux médicaments. Qu'est-ce qui se passe si là-dessus, on y rajoute de la kétamine? Je n'ai pas la réponse, parce qu'il n'y a pas l'étude en question avec un troisième médicament. Donc, la question qui se pose, que je vous pose depuis tout à l'heure, c'est how much is too much, c'est-à-dire, ok, il faut réduire la morphine, les morphiniques, mais jusqu'à combien? Est-ce que du coup on arrive à faire de l'OFA finalement? Est-ce qu'il faut complètement les supprimer? Et donc ça, je ne vais pas répondre à la question parce que Valérie, elle va y répondre. Donc, tout ça pour vous dire, l'épargne morphinique, il faut en faire. Oui, il faut en faire. Pourquoi? Parce qu'on a des effets secondaires que l'on peut éviter. Par contre, si on veut en faire, on ne peut que le faire en anticipant. C'est hyper important, c'est le mot à retenir. C'est que quand on n'a pas anticipé et que c'est en salle de réveil qu'on a des patients très douloureux, c'est trop tard. Vous avez tous vécu ces situations, j'en suis sûre. En salle de réveil, après, on rame avec un patient qui a une douleur élevée. On a beau lui faire tout ce qu'on peut essayer de lui faire, on n'y arrive plus. Donc il faut avoir anticipé. Il faut rechercher les facteurs de risque chez les patients. Il faut avoir une stratégie péropératoire du coup qui va être personnalisée, c'est-à-dire on va dire ce patient-là, parce qu'il consomme des opiacés en préopératoire, parce que c'est cette chirurgie-là, du coup je vais adapter ma stratégie. Et parce qu'il est jeune et du coup l'hypotension c'est pas un problème, du coup je vais lui faire magnésium, lidocaïne et kétamine. Ou alors parce qu'il est vieux, du coup je vais hésiter un tout petit peu et je vais peut-être me garder le magnésium au cas où. Voilà. Donc il faut, et pour finir, les opiacés ça doit rester le médicament de secours bien évidemment.
On ne peut pas se passer totalement des opiacés. Et donc, il faut donner des antalgiques non morphiniques, une stratégie multimodale, en se gardant comme secours, au cas où, les opiacés. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Pas de questions. Tellement clair que... Bien, ça viendra peut-être plus tard, du coup. On passe à la suite? Non, j'ai pas de questions non plus. C'était très clair, synthétique. Faites une dose à l'induction, vous faites un entretien, parce que dans une des études scientifiques, il y avait une dose de début et après un entretien derrière. Alors en fait, ça dépend des études. Alors, je vais vous parler des études et de ce que je fais, ce qu'on fait. Les études, il y a des études où il n'y a qu'un bolus. Il y a des études où il y a un bolus et une seringue électrique derrière. Moi, suivant la longueur de la chirurgie, j'ai tendance à faire... Si la chirurgie est longue, je vais faire un bolus et une seringue électrique si je veux vraiment en mettre. Et chez un patient jeune, chez qui j'ai pas peur de l'hypotension, je ferai un bolus et une seringue électrique. Après, si c'est un patient qui est plus âgé, si voilà, si je suis moins à l'aise, je ferai juste un bolus. Bon, ça, c'est ma pratique personnelle. Mais dans les études, il y a un peu les deux. Il y a des études qui ont fait que des bolus, et il y en a qui ont fait bolus et seringue électrique. Oui. Est-ce que quand vous utilisez tous ces protocoles d'épargne morphinique, est-ce que vous attendez ça de la veille pour faire de morphine au cas où vous ne pouvez pas commencer la veille, ou quand même anticiper un peu à moindre dose à la fin d'opération? Alors, ouais, c'est cette pratique qui consiste à faire un petit bolus de morphine quand on a fait du rémi en pérope. En fait, moi, je fais plus ça. Je le fais plus parce que... Alors ça, c'est mon avis personnel. Hein. Il y a d'autres collègues qui font sûrement différemment. Je le fais plus parce que je me rends compte que des fois, en fait, on n'en a pas besoin. Et que des fois, j'ai l'impression qu'on fait un peu trop de morphine pour rien. Donc, je le fais pas. Et de toute façon, si j'ai un patient qui a des facteurs de risque et que je sais que ça va être compliqué en post-opératoire, je vais pas lui faire du rémi, en fait. Donc, je ferai pas cette petite dose de morphine. Et quand vous le faites avec du sulfentanyl, Soit je fais du sulfentanyl, soit je fais de l'OFA. Mais un patient qui a des facteurs de risque... Par exemple, un patient qui consomme des opiacés en préopératoire, je fais jamais de remifentanyl. Parce que sinon, je sais qu'en salle de réveil, ça va être compliqué. Donc, soit je choisis de partir sur une stratégie OFA, soit je fais à ce moment-là du sulfentanyl. Allez-y. La littérature, elle est un peu sur toutes les chirurgies. Alors, toutes ces chirurgies-là, elle est quand même beaucoup sur les chirurgies abdominales. Parce que la question, elle est souvent posée sur l'orthopédie, et c'est vrai que c'est moins étudié en orthopédie. Mais il y en a quand même un peu sur l'orthopédie, des études de magnésium sur l'orthopédie. Après, moi, je travaille que en chirurgie abdominale. Donc, je vous dis ce que je fais du magnésium en chirurgie abdominale. Oui. Est-ce qu'il y a une distance entre le PSE et votre ALR, par exemple, si vous faites le TAP derrière, est-ce que... Oui. Bah oui, il ne faut pas mélanger les anesthésiques locaux, sinon vous risquez de cumuler les risques de concentration plasmatique trop élevée. Donc, il faut attendre. Ça dépend. Si vous faites de la lido-IV et que derrière, vous voulez faire un TAP bloc, il faut attendre 30 à 45 minutes entre les deux, ou l'inverse d'ailleurs. Il faut vous laisser un temps de wash-out avant de refaire un autre anesthésique local, parce que vous risquez sinon de cumuler les effets secondaires. Et pour la kétamine, vous la faites à quel moment? Tout de suite après l'induction Alors ça, il y a un gros débat sur la kétamine, quand la faire. Parce que si on regarde la théorie, la physiopathologie, si on veut pas sensibiliser, si on veut empêcher la sensibilisation des récepteurs NMDA par la chirurgie et par les opiacés, il faudrait la faire avant. Donc il faudra la faire avant l'incision et avant les morphiniques, c'est-à-dire chez un patient éveillé. C'est-à-dire qu'on se met au devant d'avoir des effets secondaires juste à l'induction, au moment où on voudrait que le patient soit bien, pouf, on lui fait voir double et c'est pas forcément un endormissement agréable. Donc, le problème, il est là. Donc, il y a ceux qui font après l'induction, après que le patient soit endormi, pour éviter ça, mais on perd un peu du bénéfice de blocage des récepteurs NMDA. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Après, la dose que l'on fait, c'est quand même une dose faible. La dose qui est recommandée anti-hyperalgésique, c'est une dose faible. Alors, dans les recos de la SFAR, c'est une dose qui est un peu élevée, c'est 0,5 mg/kg. Moi, je ne fais pas 0,5 mg/kg, je fais plutôt 0,2, 0,25. Voilà.
Mais si vous le faites chez un patient éveillé, vous savez bien que vous pouvez avoir des effets secondaires. Hein. Voilà. Eh bien, merci à tous pour ces questions très intéressantes. Finalement, il a fallu une première démarre. Je te laisse...